Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous allons aujourd'hui voir une nouvelle structure de données qui est la structure en type d'arbre. Il est toujours intéressant de connaître plusieurs structures de données puisque parfois utiliser la bonne structure de données permet en fait de simplifier notre problème complètement. Et quand on s'appuie sur la bonne structure, eh bien on va s'apercevoir que finalement tout le développement que l'on a à faire derrière, toutes les fonctions qui vont s'appuyer sur cette structure vont être finalement plus simples. Donc c'est toujours une bonne idée en fait de connaître plusieurs structures de données. Alors les arbres, c'est quoi? Et dans quel domaine d'application on va les retrouver? Eh bien les arbres, on va les retrouver par exemple dans les problèmes d'IA, quand vous avez des arbres de décision. Vous pouvez représenter aussi avec un arbre généalogique par exemple, ce genre de choses. Ou alors on peut essayer de voir aussi qu'un arbre va nous permettre aussi de retrouver des données qui sont disposées sur plusieurs serveurs. Alors dans cette première vidéo d'introduction sur les arbres, on va voir un type assez simple d'arbre qui est l'arbre binaire de recherche. Et on va essayer de voir un petit peu quelles sont les similitudes avec des choses que l'on a déjà vues, comme les graphes par exemple, et des choses nouvelles que l'on va devoir gérer. On va voir aussi comment est-ce qu'on représente tout ça en Python, et comment on peut donc implémenter un arbre, et pouvoir utiliser les propriétés de cet arbre pour avoir des traitements qui sont plutôt rapides. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder à quoi ressemble un arbre. Alors un arbre, c'est quoi? Eh bien, finalement, pour prendre directement le vocabulaire d'un arbre, c'est quelque chose de finalement très imagé, et on arrive vite à comprendre que on a essayé en fait de montrer une structure qui ressemble vraiment à un arbre tel que nous le connaissons. Un arbre, finalement, c'est quoi? C'est d'abord un tronc qui monte, puis des branches qui partent, et des branches de plus en plus petites vers des ramifications, jusqu'à arriver aux feuilles de l'arbre qui sont les terminaisons de chacune des branches. Eh bien, en fait, on retrouve exactement les éléments ci-dessus. Eh bien, on a un élément, par exemple ici le 5, qui est la racine de l'arbre, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien au-dessus du 5. Et le 5, ce qui constitue le tronc, si vous voulez, ou la racine de l'arbre, va se ramifier en plusieurs branches. Une branche va partir à gauche, vers le 3, une branche va partir à droite, vers le 6. Les branches vont elles-mêmes se rediviser en branches plus petites. Voilà pour la structure. Alors à quoi ça va nous servir un arbre binaire de recherche? Eh bien, un arbre binaire de recherche va intégrer lui-même une certaine logique. Les éléments vont être ordonnés pas au hasard, mais selon un critère bien spécifique. Si vous notez un petit peu les valeurs qui sont notées dans mon arbre binaire de recherche, vous allez voir qu'ici à la racine, j'ai la valeur 5. J'ai construit mon arbre binaire de recherche pour que tout ce qui est à gauche, toutes les branches qui sont à gauche de mon 5 sont plus petits que l'élément 5. Vous voyez que là j'ai 3, 2 et 4. Donc tous les éléments de la partie gauche sont plus petits que 5, tous les éléments de la partie droite sont plus grands que 5. Et ça, c'est vrai en fait pour chacune des branches de l'arbre. Vous voyez que là, sur mon 6, je n'ai qu'une branche qui part vers la droite, et tous les éléments qui partent vers la droite sont plus grands que mon 6. Là, je suis sur mon 3, et bien à gauche, j'ai quelque chose de plus petit que 3, à droite, j'ai quelque chose de plus grand que 3. Mais à droite, j'ai quelque chose de plus grand que 3, mais comme je suis aussi dans la branche inférieure à 5, dans la branche de gauche du 5, eh bien je dois être à la fois supérieur à 3 et inférieur à 5. Et vous voyez que c'est bien respecté. À partir de ce moment-là, eh bien on va voir qu'on en arrive à retrouver facilement le tri, les valeurs triées de chacun de ces nœuds de l'arbre, tout simplement en parcourant l'arbre. Alors les algorithmes de parcours, on en a déjà parlé quand on a parlé des graphes, on a parlé des parcours en profondeur et des parcours en largeur. On va voir que l'on va retrouver assez rapidement ce genre de notions au niveau des arbres. Finalement, si on regarde un arbre, ça n'a pas l'air tellement différent d'un graphe. On a des branches qui relient les nœuds entre eux, ou la racine avec un nœud. La seule différence qui semble y avoir, c'est que on a une valeur sur le sommet. Sommet ici que l'on appelle nœud dans l'arbre. On a donc une valeur ici. Donc cette valeur, il va falloir en tenir compte, il va falloir l'implémenter. On va donc avoir une structure un petit peu différente. On va aussi s'apercevoir que les arbres sont finalement des structures très peu denses. Il y a finalement très peu de branches par rapport au nombre de sommets. Et donc la plupart du temps, quand on va représenter un arbre, on ne va pas le représenter avec une matrice d'adjacence comme on a pu le faire avec les graphes, puisque tout simplement, vous savez que quand il y a un graphe qui est très peu dense, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'arcs, eh bien la matrice d'adjacence contient énormément de zéros, et donc il n'est pas pertinent finalement de stocker une matrice qui va finalement contenir énormément d'éléments dont la plupart sont à zéro. Je vais donc vous proposer une autre façon d'implémenter la structure d'arbre. Et ensuite, on va essayer de construire
quelques fonctions qui vont se baser sur les propriétés de l'arbre, et puis dans les prochaines vidéos, dans les vidéos qui vont suivre, on va faire évoluer cette notion d'arbre, on va aller sur des arbres beaucoup plus complexes, on va aller sur les arbres rouges et noirs par exemple, des arbres auto-équilibrants, on va essayer de comprendre un peu à quoi vont servir ces arbres rouges et noirs, ou alors aussi les B-arbres. Donc pour l'instant, on va rester sur une notion assez simple, on va essayer de construire une structure de données qui va nous permettre de modéliser notre arbre. Alors pour ça, je vais tout de suite ouvrir un Visual Studio Code. Et dans mon Visual Studio Code, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par montrer ce qu'est un nœud. Alors, un nœud, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, le nœud, quand je vais reprendre mon Excel, c'est quoi? C'est tout simplement un élément qui contient une valeur, qui contient une valeur entière, mais vous savez que, par extension, ça pourrait contenir n'importe quelle valeur de type objet, un objet que vous pourriez créer. Ça pourrait être des clients, des fournisseurs, des animaux, des personnes, peu importe. Là, pour simplifier la chose, on va simplement dire que la valeur est de type entière. Donc elle contient une valeur, et on a la possibilité d'aller vers un fils gauche et d'aller vers un fils droit. Tout ça parce qu'on est dans un arbre binaire de recherche. Binaire, ça veut dire, en fait, le binaire est là justement pour dire que chaque élément ne peut avoir au plus que 2 fils. On peut ne pas avoir de fils, c'est le cas du 7, on peut avoir qu'un seul fils, c'est le cas du 6, mais au maximum on aura 2 fils, un fils gauche qui contient tous les éléments plus petits, un fils droit qui contient tous les éléments plus grands. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de tous les éléments que l'on pouvait récupérer, et donc ce que je vous propose c'est de créer déjà une classe qui va récupérer les éléments de notre nœud. Donc je vais créer une classe nœud. Et dans cette classe nœud, je vais faire quoi? Je vais simplement avoir un constructeur, init, et dans ce constructeur, eh bien tout simplement, je vais récupérer la valeur du nœud. Par exemple, pour la racine, je vais récupérer la valeur 5 ou la valeur 6. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement définir la structure de mon nœud. Alors, la structure de mon nœud, c'est quoi? Eh bien, ma structure, le nœud va avoir une valeur, que je récupère en paramètre. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il va récupérer un fils gauche. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Quand je crée le nœud, je n'ai pas de fils gauche. Il va avoir un fils droit. Et si je veux avoir la possibilité aussi de... Là, le problème, c'est que si je fais une structure comme ça, je vais pouvoir accéder du père vers le fils, ou du nœud vers vers les fils du nœud. Le problème, c'est que je ne pourrais pas remonter en arrière, c'est-à-dire que je ne pourrais pas, quand je suis dans un fils, remonter au père. Donc pour pouvoir le faire, je vous propose juste de créer aussi une variable père, et au moment de l'initialisation du nœud, en fait, le nœud ne connaît pas encore son père, donc on va l'initialiser simplement à none. Donc là, j'ai tout en main pour créer ma structure de nœud. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon arbre, et un arbre, c'est quoi? Un arbre, c'est tout simplement un ensemble de nœuds. Donc, je vais créer ici arbre. Alors, je ne vais pas écrire arbre binaire de recherche, mais l'idée est là. Donc, je vais créer ma classe arbre. Et ma classe arbre, pareil, elle va avoir un constructeur, init. Et ce constructeur, tout simplement, il va faire quoi? Il va faire, en fait, il va répertorier la racine de l'arbre. En fait, c'est comme dans les listes chaînées. On avait fait une vidéo sur les listes chaînées. Pour définir une liste chaînée, je suis obligé simplement de pointer sur le premier élément. Et le premier élément d'un arbre, c'est simplement la racine. Donc quand je crée un arbre, tout simplement, sa racine, elle vaut pour l'instant rien. Je n'ai encore rien dans la racine. Ce qui va me permettre pour l'instant de faire quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant, mais qui va me permettre de créer un arbre vide en disant par exemple que la variable a est de type arbre. Ok. Donc ça me permet simplement de créer un arbre vide. Donc je n'ai pas encore fait de lien, je n'ai pas encore créé de nœud. Alors la première chose que l'on veut faire, tout simplement, c'est que maintenant, on va essayer d'insérer une nouvelle valeur et on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors comment j'insère une nouvelle valeur dans un arbre? Si j'insère une nouvelle valeur, je veux que la logique de mon arbre soit respectée. C'est-à-dire que je veux continuer à faire en sorte que mon arbre est bien un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire que tous les éléments de gauche d'un nœud soient plus petits que la valeur de ce nœud, tous les éléments de droite sont plus grands. Imaginons maintenant que je veux ajouter la valeur 1. Où est-ce que je vais ajouter la valeur 1?
Eh bien, je vais partir de la racine de mon arbre. Est-ce que 1 est plus petit ou plus grand que 5? Plus petit, donc 1 va forcément se retrouver dans la partie gauche de l'arbre. Je vais donc dans la partie gauche et je me retrouve sur 3. Est-ce que 3 est plus grand ou plus petit que 1? 3 est plus grand que 1, donc je vais me retrouver sur la partie gauche de 3. Est-ce que 1 est plus grand ou plus petit que 2? Eh bien 2 est plus petit que 2, et donc en fait 1 va s'intercaler en tant que fils gauche, voilà, de 2. Tout simplement. Donc il prend bien sa place, on va partir de la racine et on va essayer de trouver quel est l'emplacement adéquat pour insérer notre nombre. Et on va faire exactement cette même logique et on va essayer de comprendre un petit peu comment s'écrit notre fonction d'insertion. Alors, je vais donc écrire dans ma classe arbre une fonction qui s'appelle def insérer valeur, hop, pour que l'idée, donc j'ai mon self qui est ici et j'ai une valeur que je passe en paramètre. Alors je vais l'appeler v, ça va me permettre de ne pas avoir à taper tout le temps les mêmes trucs. Ok, l'idée simplement c'est de dire que je voudrais que dans mon arbre A, je puisse insérer valeur et que je dise par exemple que je peux insérer la valeur 5. Voilà. Def insérer valeur. Ok, ça marche. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand j'insère ma valeur V? Alors V est de type entier, donc la première chose que je dois faire, c'est créer un nœud qui a cette valeur V. Donc à chaque fois que j'ai une valeur V, par exemple je vais insérer 2 dans l'arbre, je vais d'abord créer un nœud qui a une valeur de 2, qui n'a pas de fils gauche, qui n'a pas de fils droit, et qui pour l'instant n'a pas de paire. Ok, ça marche. Alors je vais essayer de gérer les cas les plus simples d'abord. Quel est le cas le plus simple? Eh bien imaginons que j'essaie d'insérer une valeur dans un arbre qui est vide. Bon, alors comment est-ce que je sais qu'un arbre est vide? Eh bien tout simplement, si la racine de l'arbre pointe sur rien, voilà, là je suis dans le cas où j'ai mon arbre qui est vide, et si j'ai mon cas où l'arbre est vide, eh bien tout simplement je vais simplement dire que la valeur que j'essaye d'insérer va se retrouver à la racine. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, j'ai donc un arbre qui ne contient qu'un élément, qui est ce nœud à la valeur 5. Dans les autres cas, ça veut dire que j'ai déjà des éléments dans mon arbre. Alors si j'ai déjà des éléments dans mon arbre, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans un curseur, je vais récupérer une variable qui va pointer sur la racine. Je vais commencer à récupérer des informations sur la racine, et ça va me permettre de parcourir la racine. Et je vais suivre en fait simplement le cheminement que j'avais dit jusque-là. Si la valeur est plus petite que la valeur qui se trouve dans le nœud, je vais aller dans la partie gauche, sinon je vais aller dans la partie droite. Ok. Je vais aussi vérifier si l'insertion a été réalisée. Si l'insertion a été réalisée, en fait, je m'arrête. Pour l'instant, je n'ai pas inséré le nœud dans l'arbre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, je vais créer une boucle. Tant que l'insertion n'a pas été faite, donc voilà, tant que je n'ai pas l'insertion qui a été faite, eh bien, en fait, je continue ma boucle. Tant que je n'ai pas l'insertion qui a été faite, ça veut dire que je n'ai pas trouvé d'endroit adéquat, pour l'instant, pour insérer ma valeur. Donc, je vais continuer à parcourir l'arbre. Alors, je suis sur un nœud, et je vais donc vérifier en fait la valeur que j'essaie d'insérer par rapport à la valeur de ce nœud. Alors, si la valeur que j'essaie d'insérer est plus petite que le nœud sur lequel je me trouve, donc pour l'instant je suis sur curseur, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, si la valeur est plus petite que la valeur qui se trouve sur le nœud, tout simplement je vais me retrouver sur la partie de gauche de l'arbre. Ça veut dire que je vais récupérer le fils gauche. Alors je vais récupérer le fils gauche s'il existe. Donc je vais essayer de tester si le fils gauche, est-ce qu'il existe? Donc si le fils gauche n'existe pas, c'est le cas que j'ai eu quand j'ai essayé d'insérer, là par exemple 1 était plus petit que 2, donc je suis parti sur la partie gauche de 2, mais la partie gauche de 2 n'existait pas. Comme 2 n'avait pas encore de fils gauche, eh bien j'ai trouvé un emplacement idéal pour insérer ma valeur 1. Donc c'est ce que je vais faire. Si jamais la valeur est plus petite que la valeur du nœud sur lequel je me trouve, eh bien tout simplement, je vais l'insérer à cet endroit-là. Ça veut dire que le fils gauche de l'emplacement où je suis
couramment, où je suis maintenant, je vais simplement mettre n, le nœud que j'ai créé à partir de la valeur v. Ok. Alors, je l'ai inséré. Donc, il ne faut pas que j'oublie maintenant que comme je veux pouvoir revenir en arrière et que je veux connaître le pair de chacun des nœuds, eh bien ça veut dire que le nœud que je viens d'insérer, son pair, eh bien tout simplement, c'est le nœud sur lequel je me trouve en ce moment. Voilà, donc j'ai relié le nœud, j'ai relié par exemple, ici j'ai relié le 2, je lui ai dit que 1 était son fils gauche, et dans la partie 1, je lui ai dit que 2 était son père. Comme ça, j'ai fait le lien dans les deux sens, ça va me permettre de parcourir la liste dans les deux sens. Et l'insertion a été faite, donc ça veut dire que insertion OK, je le passe à true pour arrêter la boucle. Voilà. Alors je vais maintenant gérer les autres cas. Si le curseur de gauche n'est pas... Alors si le current de gauche, alors je suis sur le nœud courant et sa partie de gauche n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a un élément à gauche, et bien cet élément, c'est celui que je vais devoir comparer dans le prochain tour de boucle. Ça veut dire que mon curseur va simplement prendre le fils gauche du curseur courant. Ok. Il y a un cas que je n'ai pas encore géré, donc j'avais géré le cas où V est inférieur à current de valeur, donc je vais aller dans le else, lorsque V est supérieur ou égal à current de valeur. Donc si le V que j'essaie d'insérer est plus grand que le nœud sur lequel je me trouve, eh bien je sais que je vais devoir me mettre sur la partie droite. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais récupérer ce que je viens d'écrire ici, en modifiant simplement, puisque c'est la même logique, je ne vais donc pas aller sur la partie gauche, mais je vais aller sur la partie droite. Si la partie droite est nulle, eh bien le nœud que j'essaie d'insérer va prendre la partie droite, le pair va devenir le curseur commun, je vais dire que l'insertion est OK, et sinon, eh bien, je vais tout simplement dire que le nouveau curseur à évaluer est le curseur de droite. Voilà. Et j'ai terminé. Je peux donc maintenant insérer. Je vais juste vérifier si je n'ai pas de problème de syntaxe. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, en fait, on ne voit rien, malheureusement, puisque l'arbre n'est pas dessiné. Je vous propose donc du coup, pour que ce soit un petit peu plus agréable, de se créer une petite fonction d'affichage. Je vais l'écrire là. Afficher. Et cette fonction d'affichage, en fait, je vais m'appuyer sur une fonction d'aide, puisque cette fonction affichée, je voudrais qu'elle soit récursive. C'est-à-dire que je voudrais que quand j'accède à un nœud, eh bien j'affiche tout ce qui est à gauche du nœud. En gros, quand je suis par exemple sur le 5, je voudrais que s'affiche tout ce qui est à gauche du nœud. Et puis ensuite, j'affiche ma racine et j'affiche aussi tout ce qui est à droite du nœud. Donc ça, je voudrais faire un parcours récursif. Si vous voulez revenir un petit peu sur les parcours récursifs, n'hésitez pas à revoir les parcours en largeur et parcours en profondeur pour les graphes, où c'est bien expliqué dans les détails. Donc là, par exemple, je vais donc utiliser une fonction helper qui va me permettre de créer des paramètres par défaut. Donc c'est-à-dire que je vais me créer j'ai une variable affichée et je vais me créer un affiché helper qui va prendre plusieurs paramètres. Moi, je vais pouvoir faire un affichage avec simplement la fonction affichée, mais la fonction affiché helper, elle va utiliser plusieurs paramètres pour pouvoir être rappelée en récursif. Donc je vais dire que le parcours de mon arbre doit commencer à la racine. Alors attendez, je vais déjà écrire la helper, ça on va déjà voir de quoi on va avoir besoin. Donc la fonction afficher helper, elle va prendre, c'est une variable de classe, donc elle va prendre forcément le self. Ensuite, elle va prendre le nœud à partir duquel elle doit afficher, ce qui fait qu'à partir du moment, le premier coup, je vais afficher à partir de la racine. Le deuxième coup, je vais dire par exemple, je veux afficher que ce qui est à gauche de la racine, et bien je pourrais repartir du nœud du fils gauche de la racine, et ainsi de suite. Donc je peux spécifier le nœud de départ. La deuxième chose que je veux faire, c'est avoir une variable qui va me faire un décalage visuel. C'est-à-dire que plus le nœud sera profond, plus en fait le nœud sera décalé en termes d'affichage. On va l'expliquer un petit peu mieux après. Par exemple, le 5 qui est la racine va être collé à gauche. Je voudrais que le 3 et le 6 qui soient les fils de premier rang soient un petit peu décalés, ceux qui soient du rang d'après soient encore un peu plus décalés, et visuellement ça peut être plus sympa à regarder.
Donc j'aurai une variable d'indentation. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je veux faire un affichage différent selon le type de nœud. Alors le type de nœud, ce que je vous propose de faire pour que ce soit plus clair, je vais créer un enum. Alors comment ça marche ça en Python? Pour avoir un enum, il faut simplement... Alors une énumération, c'est simplement une variable qui peut prendre une liste finie d'éléments. Par exemple, on pourrait considérer que booléen est un enum puisqu'il ne peut prendre que les valeurs true et false. Moi, je vais créer un enum pour avoir les différents types de nœuds que je peux récupérer. Donc, je vais simplement importer la possibilité de faire un enum. Alors, je pourrais m'en passer, hein, mais je trouve ça intéressant de clarifier un petit peu les choses. Et je vais donc créer en fait un classe type de nœud qui va... Ah, non, si je l'écris en français, ça va pas aller. Qui va donc hériter de la classe enum. Et en fait, cette classe, je vais simplement différencier trois nœuds. Je vais différencier la racine. Je lui donne la valeur 1. Je vais différencier le fils gauche d'un nœud. Je vais lui donner la valeur 2. Et je vais avoir le fils droit également en type de nœud. Ok, donc le type de nœud, ça va simplement être ça. C'est est-ce que je suis en train d'afficher la racine, est-ce que je suis en train d'afficher le fils gauche, ou est-ce que je suis en train d'afficher le fils droit. Ça marche. Ok. Donc, je reviens à ma fonction d'affichage, et je vais avoir un affichage assez différent. Donc déjà, je vais vérifier, première chose, est-ce que le nœud sur lequel je suis, est-ce qu'il ne serait pas inexistant? Alors quand est-ce que je vais arriver à un nœud inexistant? Bah, tout simplement, je suis sur un nœud et je vais afficher son fils gauche n'existe pas par exemple, et bien je vais retomber sur un nœud qui a une valeur non. Donc je ne fais un affichage que lorsque le nœud est existant. Ok. Alors qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais déjà commencer par afficher l'indentation. Donc le nombre d'espaces qui va me permettre d'indenter chacune des notions. Alors l'indentation, il faut que je fasse attention, puisque comme le nœud, je veux l'écrire derrière, il ne faut pas que j'ai un retour à la ligne à la fin de mon print, et donc je vais simplement dire que le caractère de fin n'est pas retour chariot, mais est aucun caractère. Hein, c'est tout simplement comme ça. Donc ça va simplement m'afficher des espaces, et ensuite je pourrai continuer à écrire sur la même ligne. Ok. Donc je vais simplement différencier les types de nœuds. Alors, if mon type de nœud, il est égal à, ben, je vais reprendre mon enum. Je vais traiter si mon type... Oula, non. Hop, hop. Si le type de nœud est la... si le type de nœud est la racine, alors qu'est-ce que je fais? Alors je vais simplement faire un print. Je vais afficher R, racine. Je vais faire 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Et je vais dire en fait que je n'affiche rien. Pareil, je ne retourne pas à la ligne. Ok. Donc si je suis sur la racine, je vais dire en fait que le nœud sur lequel je travaille, c'est simplement la racine. À partir de ce moment-là, je vais aussi dire que l'indente, pour les prochaines lignes, eh bien, je vais ajouter à l'indente que j'ai déjà quelques espaces pour faire de l'affichage. Ouais. Voilà, je vais indenter un petit peu, ça marche. Donc pour la racine, je vais simplement afficher que je suis sur la racine. Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme type de nœud, et j'ai comme autre type de nœud. Alors je vais simplement recopier pour que ça aille un petit peu plus vite. Hein. J'ai un autre type de nœud qui est le fils droit. Le fils droit, je vais dire quoi? Ben, je vais dire que cette fois-ci c'est le fils droit, donc je vais mettre un D ici. Et puis pareil, je vais faire une indentation. Et enfin, si je suis ni sur la racine, ni sur le fils droit, je vais le faire avec un else. Hein. Alors on pourrait faire encore un elif et faire un else avec une gestion d'erreur, ce qui serait normalement mieux. Mais là, pour l'instant, je vais avoir sur cette version-là uniquement un G. Et là, je vais remplacer en fait tout simplement un espace par une barre descendante pour que ça s'affiche correctement et que j'ai une vision un petit peu comme si j'avais un système de fichiers. Donc voilà, j'ai mis la racine, j'ai le fils droit et j'ai mis en place l'indentation pour un fils gauche.
Donc il ne me reste plus qu'à écrire finalement la valeur de mon nœud. Alors la valeur de mon nœud, comment j'écris ça? Je vais l'écrire entre parenthèses. Hop. Voilà. Puis je vais devoir écrire la valeur du nœud que je suis en train qui est passé en paramètre. Sauf que cette valeur, dans mon exemple, elle est en entier, donc ça veut dire qu'il faut simplement que je la convertisse en chaîne de caractères pour que je puisse la concaténer avec les parenthèses. Ok, ça marche. Et puis j'écris le nœud en cours, mais je ne peux pas m'arrêter là. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'une fois que j'ai écrit le nœud en cours, eh bien que j'écrive tout ce qui est à sa gauche et que j'écrive tout ce qui est à sa droite. Donc ça veut dire que je vais rappeler récursivement ma fonction affichage helper. Elle a toujours 3 paramètres. La première est le nœud de départ, donc cette fois-ci je vais écrire ce qui se trouve à gauche du nœud que je suis en train de traiter. Je vais mettre la variable d'indente et je vais lui dire que le type de nœud, ici, c'est simplement le fils gauche. Il ne faut pas que j'oublie d'écrire aussi la partie de droite. La partie de droite va simplement prendre la partie droite du nœud, utiliser de nouveau la fonction d'indente, et le type de nœud, cette fois-ci, c'est un fils droit. Voilà, ça marche. On va essayer de voir si tout fonctionne. Normalement, je pourrais donc utiliser la fonction afficher, a.afficher, qui me permettra donc d'afficher, normalement... Ah, j'ai un petit problème. Ah, j'ai pas fait... Oui, la variable d'affichage, effectivement, je ne l'ai pas terminée. Alors, quand je veux faire afficher, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je dois partir de la racine de l'arbre. Hein. L'indente, eh bien, je vais dire que pour l'instant, je n'ai pas l'indentation parce que je suis au niveau de la racine. Et mon type de nœud, c'est quoi mon type de nœud? Mon type de nœud, c'est tout simplement que je suis pour l'instant sur la racine. Voilà. Effectivement, ça, c'était pas terminé. Ok, ça marche. Donc j'ai le 5, et donc si je voulais créer un arbre un petit peu plus complexe, on va essayer de recréer l'arbre que j'ai ici, par exemple. Donc on a quoi? 5, 3, 6, 2, 4, 10. 5, 3, 6, 2, 4, 10. Et qu'est-ce qu'on a encore comme valeur? 7 et 12. Ouais, on va encore mettre le 1 aussi. 7 et 12 et 1. Ok. Donc j'ai bien 5 à la racine, j'ai 3 et 6 ensuite, 2 et 4. 1 est le fils gauche de 1 et D à 10. Et D est le fils droit 10, a lui-même comme fils à gauche 7 et à droite 12. Donc c'est bien l'arbre tel que l'on a, dessiné ici. Hein. Donc j'ai bien cet arbre-là. Ok, donc maintenant j'ai une fonction qui me permet d'insérer des valeurs et j'ai une fonction qui me permet également de l'afficher. Donc ça c'est bien parce que ça va nous permettre de débugger. On va voir aussi que la façon que j'ai utilisé d'insérer, vous voyez que j'ai pas inséré n'importe comment les éléments dans l'arbre, j'ai inséré d'abord la racine, puis j'ai inséré les deux fils de niveau 1, puis j'ai inséré les fils de niveau 2, et ainsi de suite. Vous vous rendrez compte en fait que l'ordre a un certain... est vraiment important dans l'arbre binaire de recherche, et vous n'allez pas avoir les mêmes résultats systématiquement. Imaginons que par exemple je les mette dans l'ordre, c'est-à-dire que je prends ici 1, je prends 2, je prends... ouais, alors attendez, je vais juste faire ça, je vais juste le mettre en commentaire. Hop. Imaginons que je prenne par exemple insérer valeur 1. Oh, je vais simplement faire une boucle. Hein. Je vais insérer les valeurs de 1 à 10. Hop, à insérer valeur x. Et ensuite je vais afficher A.
Et on va s'apercevoir que d'abord j'affiche 1, donc ensuite quand j'affiche 2, 2 est plus petit que 1, donc il se met à sa droite. 2 est plus grand que 1, donc il se met à sa droite. 3 est plus grand que 1 et est plus grand que 2, donc il se met à la droite de 2, et ainsi de suite. Et donc vous voyez que la façon que vous avez d'insérer dans un arbre binaire de recherche, en fait, va créer des arbres complètement différents. Et des arbres que l'on appelle, vous voyez, là j'ai créé un arbre complètement déséquilibré, c'est-à-dire en fait que mon arbre il n'a qu'une seule branche qui part toute à droite, et j'ai absolument pas d'équilibre dans l'arbre. Alors est-ce que ça pose problème? Oui, ça pose naturellement un problème, puisque quand vous allez rechercher quelque chose dans l'arbre, plus votre arbre est équilibré, en fait, moins vous allez avoir à parcourir de branches. Plus votre arbre est déséquilibré, plus vous allez en fait devoir aller profondément dans une et une seule branche. Bon, on verra des techniques pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Pour l'instant, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire encore avec cet arbre de recherche. On a écrit donc une fonction d'affichage, on a écrit une fonction d'insertion. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir si on pourrait écrire une fonction qui va nous permettre de rechercher un élément dans un arbre. Par exemple, je voudrais savoir si l'élément 6, par exemple, est dans l'arbre. Encore une fois, ça va être simplement du parcours. Je vais être dans la racine est à la valeur 5. Si jamais 6 était présent dans l'arbre, eh bien je sais qu'il ne se retrouverait déjà pas dans la partie gauche, puisque la partie gauche ne concentre que des éléments inférieurs à 5. Donc je peux me débarrasser déjà de toute la partie gauche pour ma recherche. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Effectivement, c'est le même principe que la recherche dichotomique que l'on avait déjà vu. L'idée, c'est qu'à chaque étape, on peut se débarrasser en fait de la moitié des solutions possibles. C'est exactement la même chose que l'on cherche ici, c'est de nouveau de la stratégie diviser pour régner. On veut à chaque étape se diviser le problème en deux et se débarrasser de la moitié des solutions. Encore une fois, on ne peut faire ça, se débarrasser de la moitié des solutions, seulement si mon arbre est équilibré. Vous voyez que si j'ai qu'une seule branche, eh bien à chaque étape, je ne vais pas me débarrasser de la moitié des solutions. Et donc je vais arriver sur une solution qui est loin d'être optimale. Alors on va écrire notre fonction recherche, peut être sympa, avec les constatations que l'on vient de faire. À quoi ça consiste de rechercher dans un arbre binaire de recherche? Je cherche par exemple la valeur V. Est-ce que la valeur V se situe dans mon arbre? Eh bien tout simplement, je vais commencer le parcours de mon arbre au début. Je vais donc récupérer le pointeur sur ma racine. Je vais donc récupérer la racine de l'arbre. Et je vais simplement essayer de faire exactement la même chose que le même principe que pour l'insertion. C'est-à-dire que tant que mon curseur n'est pas nul, c'est-à-dire que quand est-ce que le curseur serait nul? Eh bien soit si l'arbre est vide, dans un premier temps, ou alors je suis arrivé sur un nœud qui n'a pas de fils. Et donc je vais retrouver donc du coup à nouveau un curseur nul. Donc tant que le curseur n'est pas nul et que le curseur, la valeur du nœud sur lequel je suis en ce moment est différent de V, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que je ne suis pas arrivé sur un cas de blocage, je ne suis pas arrivé sur un embranchement qui me mène à un cul-de-sac, et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la valeur de V. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je refais la même chose que ce que j'ai déjà fait. Si V est inférieur à la valeur du nœud sur lequel je suis en ce moment, et bien tout simplement, je considère que les valeurs, si la valeur existe, elle ne peut être que dans le fils gauche de là où je suis. Sinon, ça veut dire que la valeur que je cherche est plus grande que la valeur du nœud sur lequel je me trouve, et dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. Je sais que si la valeur se trouve dans l'arbre, elle ne peut être que sur la partie de droite. Enfin, je retourne le nœud. Alors, je retourne le nœud si je l'ai trouvé. Si c'est cette condition qui me fait quitter la boucle, eh bien, je vais retourner le nœud qui contient V. Si j'ai quitté le parcours de l'arbre parce que la valeur n'a pas été trouvée, imaginons que je cherche par exemple la valeur 32. Alors, si je pars sur 5, 32 c'est plus grand que 5, donc je sais que je suis sur l'arbre de droite de 5. 32 est plus grand que 6, donc ça veut dire que je recherche dans l'arbre de droite de 6. 32 est plus grand que 10, donc je cherche sur l'arbre de droite de 10.
32 est plus grand que 12, je cherche sur l'arbre de droite, mais l'arbre de droite n'existant pas, ça veut dire que le fils droit de 12 vaut none, hein, est nul, et donc en fait tout simplement mon parcours s'arrête. Voilà. Et on retrouve bien de nouveau cette notion comme sur la recherche dichotomique, hein, comme on se débarrasse de la moitié des valeurs à chaque fois, eh bien on a de nouveau un algorithme en log de n pour retrouver les différents éléments. On est de l'ordre de recherche de la recherche dichotomique. Encore une fois, j'insiste, hein, si mon arbre est équilibré. Ok, donc notre fonction de recherche, elle est en place. On a d'autres fonctions que l'on pourrait faire, c'est de se dire en fait quelle est la valeur minimum de l'arbre. Par exemple, quelle est la valeur minimum de l'arbre? Eh bien, on va se rendre compte que la valeur minimum, c'est que comme je suis sur ma racine ici, eh bien, la valeur minimum, je sais qu'elle sera, s'il y a un fils gauche, elle sera à gauche. S'il n'y a pas de fils gauche, eh bien, je suis déjà sur l'élément minimum. Donc, il y a un fils gauche à 5, donc je vais descendre dans l'arbre de gauche. Il y a un fils gauche à 2, à 3, donc je vais aller dans la valeur minimum. Il y a un fils gauche à 2, donc je vais aller dans la valeur minimum et je vais retrouver 1. Pareil pour la valeur maximum, eh bien, vous voyez que je n'ai qu'à parcourir, en fait, tant qu'il y a un fils droit, eh bien, je vais continuer jusqu'à la fin du fils droit. Ok, pas de problème à ce niveau-là. Minimum et maximum sont deux fonctions qui sont très faciles à écrire. Alors, on va les écrire. Encore une fois, je vais m'appuyer sur une fonction de helper, tout simplement, pour que ma fonction de helper puisse être utilisée de façon récursive. Donc, je vais simplement faire un minimum helper qui va me permettre en fait de partir de n'importe quel nœud de l'arbre. Ça, c'est l'idéal, hein. C'est-à-dire que je vais partir de n'importe quel nœud de l'arbre. Et donc, quand je vais appeler la fonction minimum, je veux tout simplement dire que ici, je vais simplement retourner ce que me retourne ma fonction helper, minimum, j'ai bien écrit? Ouais. Helper. Et je vais dire que si je mets le minimum sans aucun argument, ça veut vraisemblablement dire que je veux l'appeler à partir de la racine. Voilà. Donc, comment va fonctionner notre fonction minimum? Ça va pas être très, très compliqué, hein. On va tout simplement dire, tant que la partie gauche du nœud que je suis en train d'exploiter est différent de none, eh bien, je remplace simplement le nœud que je suis en train de traiter par sa partie gauche. Et donc, je vais aller de plus en plus bas dans l'arborescence, c'est-à-dire, en fait, tant qu'il y a un gauche, je prends le gauche. Et je continue, tant qu'il y a un gauche, tant qu'il y a un gauche, tant qu'il y a un gauche. Et à la fin, quand je suis arrivé tout en bas, eh bien, je vais retourner simplement le nœud sur lequel, en fait, se trouve la dernière valeur. Voilà. J'ai oublié ça. C'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la fonction maximum, hein, puisque je vais juste simplement la faire par copier-coller. La fonction maximum va elle-même s'appuyer sur un maximum helper. Maximum helper, ok. Et là, par rapport à la fonction minimum qui cherchait tous les éléments de gauche, et bien là, je vais simplement aller à droite autant que je le peux. Voilà. Tant que je peux aller à droite, tant qu'il y a un fils droit, eh bien je vais chercher l'élément du fils droit. Et à la fin, je vais donc retrouver le minimum et le maximum de mon arbre. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il y a encore deux fonctions que j'aimerais voir. Il y a la fonction successeur et la fonction prédécesseur. Alors, si jamais j'avais tous ces éléments qui étaient triés dans un tableau, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, hein, j'ai simplement repris les éléments. Bon. Si je voulais avoir la valeur dans mon tableau qui suit directement la valeur 3, en fait, ça serait très simple, il suffirait que je cherche simplement l'élément suivant dans le tableau. Vous voyez que là, mon tableau est trié, et donc je peux simplement aller chercher l'élément suivant. Dans un arbre, c'est un petit peu plus compliqué. L'élément qui suit 4, que je vais marquer en jaune ici, c'est quoi? Eh bien, c'est l'élément 5 qui est à la racine. Et donc, ça, vous voyez que
trouver le suivant de 4, en fait, il faut que je remonte 2 fois vers le pair. Alors, quel est l'élément qui suit 6? Eh bien, c'est l'élément 7. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je reprenne le fils gauche du fils droit de 6. En fait, c'est pas si facile que ça de retrouver le successeur ou le prédécesseur. Bon. Encore une fois, on va s'appuyer simplement sur l'organisation en fait de l'arbre binaire de recherche. Qu'est-ce que je sais sur l'arbre binaire de recherche? Je sais simplement que si je suis sur un élément, eh bien tous les éléments qui sont à sa gauche sont plus petits, tous les éléments qui sont à sa droite sont plus grands. Ok. Donc ça veut dire que si je cherche le successeur de 4, par exemple, eh bien le successeur de 4, si jamais 4 avait un fils droit, il serait probablement dans le fils droit. Mais 4 n'en a pas. Donc ça veut dire que si je veux retrouver le successeur, eh bien il va falloir que je remonte dans l'arbre. Je remonte de 1 dans l'arbre, mais là je m'aperçois que 4 est le fils droit de 3. Donc ça veut dire que 3 est plus petit que 4. Donc 3 n'est pas le successeur de 4. Ok. Et donc à un bout d'un moment, je remonte jusqu'à 5, et cette fois-ci 5 est bien le père d'un fils gauche. Donc ça veut dire que 5 est plus grand que tout ce qui se passe à gauche, donc 5 est plus grand que 4. Et donc c'est la première racine où 4 se situe dans un fils gauche, eh bien ça veut dire tout simplement que ici la racine c'est le 4. Ici le cas est un peu différent, puisque le 6, en fait, je vous le rappelle, que si jamais le 6 a un fils droit, eh bien tous les successeurs de 6 sont dans la partie droite. Donc là, effectivement, j'ai un successeur qui est à droite. Et donc, en fait, si je veux le successeur direct, eh bien je vais simplement prendre tout ce qui est dans la partie droite du 6, et je vais chercher quel est le plus petit élément dans cette partie-là. Et chercher le plus petit élément dans un arbre, eh bien on vient d'écrire une fonction minimum et une fonction maximum. Donc en fait, on n'a aucun problème pour écrire ce genre de fonction. On a déjà tout mis en place. Donc on va écrire notre fonction successeur. Comment je retrouve le successeur d'un élément? Alors, la fonction successeur, elle va prendre simplement un élément dont je veux connaître le successeur. Donc quand je mets n, c'est un nœud. Donc là, je suis vraiment sur un nœud. Ok. La première chose que je vais vérifier, c'est, si je cherche le successeur, est-ce que n a un fils droit? Est-ce que n.droit est différent de none? Si j'ai un fils droit, je suis dans le cas de mon 6. Si j'ai un fils droit, eh bien le successeur sera dans le fils droit. Ok. Et comment je récupère le fils droit? Eh bien simplement, je vais récupérer, ça va être le minimum du fils droit. Donc ça, c'est très simple à faire. Puisque ma fonction minimum existe déjà, ma minimum helper, la minimum helper, elle est bien parce qu'elle me permet de dire à partir de quel nœud je veux récupérer le minimum, eh bien je vais simplement récupérer le minimum de ce qui se trouve à droite de mon nœud. Voilà, donc j'ai déjà géré le premier cas. Le deuxième cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon nœud n'a pas de fils droit. Mon nœud n'a pas de fils droit, c'est typiquement le cas du 4, et donc ça veut dire en fait qu'il va falloir que je remonte l'arborescence jusqu'à ce que je trouve un pair dont je suis le fils gauche. Ok. Bah, on a déjà tout dit, il suffit de le mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je récupère donc P, le pair de n. Voilà. Et je récupère aussi le fils qui est n. Et le but, en fait, c'est tout simplement que je garde toujours le père et le fils, et qu'à chaque fois, je décale jusqu'à ce que je trouve un fils gauche. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais tout simplement dire, tant que le pair est différent de none. Alors quand est-ce que le pair serait différent de none? Quel est le seul élément qui n'a pas de pair? C'est quand je suis arrivé à la racine. Tout simplement. Tous les éléments ont un pair, sauf la racine. La racine, c'est le premier élément de l'arbre, n'a donc pas de pair. Donc il faut que je vérifie que je n'arrive pas à la racine, puisque si je cherche le pair de la racine, j'ai un problème. Donc si le pair est différent de none, donc ça veut dire que je ne suis pas sur la racine, et que le fils n'est pas le fils, et que le fils est le fils gauche du père, alors P1, et que
P est le fils gauche du père, et bien dans ce cas-là, je récupère le fils, c'est le père actuel, et le père devient, si vous voulez, le grand-père. Hein. En fait, l'idée ici, c'est simplement de dire, voilà, j'avais le père et le fils devient le père, et le père devient son grand-père, et ainsi de suite. Et comme ça, on remonte. Hein. Et tout ça, on le fait, donc là, dans la notion de successeur, on le fait tant que le fils est un fils gauche. Non, est un fils droit, je me disais aussi. Ah, attendez, je vais refaire ça. Si je suis un fils droit, je continue. Et je m'arrête quand je suis un fils gauche. Ok, d'accord. Donc je continue bien tant que je suis un fils droit. Ok. Ouais, j'ai eu un petit doute là. Ça marche. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement retourner P à la fin. Quand je me suis arrêté, bah, tout simplement, je suis sur l'élément père, qui est donc en fait le père avec un fils gauche, et donc c'est le père qui est son successeur. Ça marche. Je ne vais pas refaire tout le schéma, mais on peut facilement écrire la fonction prédécesseur également. Prédécesseur, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, si j'ai pas de fils gauche, ah non, pardon, si j'ai un fils gauche, hein, si fils gauche est différent de num, et bien tout simplement, je vais chercher le maximum cette fois-ci. J'inverse juste un minimum devient maximum, droit devient gauche, et je vais chercher simplement le maximum du gauche. Là, le père devient le père de n, le fils c'est n, et tant que je ne suis pas cette fois-ci sur un fils gauche, je continue et je retourne à P. Ok. Alors, je vous propose de reprendre l'arbre que l'on utilise en exemple, et on va regarder si tout ça, ça fonctionne. Voilà. Et donc, tout simplement, si je veux afficher... Alors, qu'est-ce que me retourne successeur? Successeur me retourne un nœud. Hein. Alors, je vais faire un print de a.successeur, et on va regarder si je retombe bien sur mes pattes. Le successeur de 4, mais si ça me retourne un nœud, il faut que je récupère la valeur de ce nœud. Et donc... Alors, ligne 67, j'ai visiblement un petit problème. Ah oui, je pars sur un nœud, bien sûr. Ouais, je pars sur un nœud, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un a.recherche de 4. Recherche va me redonner le nœud qui est associé à la valeur 4. Ok, donc ça va me donner 5, effectivement, le successeur de 4, c'était bien 5, et si je fais le successeur de 6, normalement, je devrais bien retrouver 7. Ok, donc ma fonction successeur marche comme prévu. Très bien. Donc on a notre notion de successeur, on a notre notion de prédécesseur. Qu'est-ce que l'on pourrait encore faire? On pourrait aussi se rendre compte de qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaie de supprimer une valeur. Alors je veux supprimer une valeur. Alors on va s'apercevoir assez rapidement que dans la suppression, il y a des choses qui sont assez simples à faire. Si je veux supprimer par exemple la valeur 12, la valeur 7, la valeur 1 ou la valeur 4, en fait, supprimer une feuille d'un arbre, en fait, c'est pas très compliqué. Je veux supprimer le 4 par exemple, vous voyez que mon arbre n'a aucun problème, hein, je supprime mon 4. Non. Je supprime mon 4 ici, et je supprime le lien qui est là, et voilà, j'ai juste plus le 4 dans mon arbre, et mon arbre en fait continue à fonctionner exactement de la même façon. Donc quand vous êtes sur une feuille, vous n'avez aucun problème. Ok. Imaginons maintenant, donc si l'élément que j'essaie de supprimer n'a pas de fils, il n'y a aucun problème. Deuxième cas, si l'élément que j'essaie de supprimer a qu'un seul fils, par exemple le 2 ici, il n'a qu'un seul fils qui est le 1. Bon, la suppression là aussi pose pas vraiment de problème, hein, puisqu'il suffit en fait de raccrocher directement. Là, je supprime. Voilà.
Et en fait, ce qu'il me suffit de faire, c'est de raccrocher directement le 3 au 1. Voilà. Et mon arbre continue à être équilibré. Donc pas de problème non plus lorsque j'ai qu'un seul fils. Alors où va se situer le gros problème? Dans le dernier cas restant, lorsque j'essaie de supprimer un élément qui a 2 fils. Ok, alors comment ça va fonctionner ça? Par exemple, imaginons que j'essaie de supprimer carrément le cas le plus dur, j'essaie de supprimer la racine 5. Alors comment est-ce que ça va être compliqué? On pourrait penser que en supprimant 5, on pourrait recomposer l'arbre en entier. En fait, on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple que ça. On va simplement essayer de se remettre sur un cas plus simple. Imaginons par exemple que ici, on veut sauvegarder les propriétés de l'arbre binaire de recherche, donc tout ce qui est à gauche de la racine doit être plus petit, tout ce qui est à droite de la racine doit être plus grand. En fait, je vais simplement essayer de remplacer la racine par l'élément qui le suit. L'élément qui le suit, on avait une fonction successeur qui va nous permettre de le retrouver. En fait, l'élément qui le suit va se retrouver dans son arbre de droite et l'élément qui le suit va être 6. Et ce que l'on va faire, c'est que si on veut supprimer cet élément, on va simplement prendre l'élément 6 qui est ici et on va le mettre à la place de la racine et ensuite, à la place de supprimer cet élément, on va le mettre dans celui-là. En fait, on va s'apercevoir que c'est très intéressant parce que le successeur d'un nœud, quand vous essayez de supprimer un nœud qui a 2 fils, eh bien le successeur d'un nœud est toujours un nœud qui a 1 ou 0 fils. Tout simplement parce que, puisque j'ai 2 fils ici, je sais obligatoirement que j'ai un fils un droit, et donc mon successeur est obligatoirement dans le fils droit. Et le fils droit ne peut pas avoir de fils. Le successeur ne peut pas avoir de fils gauche, tout simplement parce que le prédécesseur du successeur, c'est simplement ma racine. Donc là, je me retrouve dans un cas plus simple, c'est-à-dire que le 6 n'a pas de fils gauche. N'ayant pas de fils gauche, eh bien, il est très facile à supprimer. Voilà. Et je raccorde directement mon 6 au reste de l'arbre. Et vous voyez qu'en 2-3 modifications, finalement, j'ai gardé la cohérence de mon arbre sans avoir à tout remodifier. Je vous propose de programmer ces cas-là et de voir un petit peu comment est-ce que ça se traduit en Python. Alors je suis sur la suppression de Laval. Ok. Je vais plus me faire avoir comme avant, je vais simplement maintenant m'écrire une fonction encore une fois je vais faire une fonction qui se base sur une valeur et de dire voilà, je vais vouloir supprimer une valeur numérique. La première chose que je vais faire, c'est déjà essayer de retrouver le nœud où se situe la valeur. Donc ça, j'ai du bol, je me suis écrit une fonction recherche et je vais rechercher V. Voilà. Donc je vais rechercher le nœud où se situe la valeur V. Alors il se peut que la valeur V que je suis en train de chercher, elle n'existe pas dans l'arbre. Donc ça, je vais le tester. Donc si le nœud n'est pas none, ça veut dire qu'il y a un nœud qui contient la valeur V. Si rechercher m'a renvoyé none, ça veut dire tout simplement que la valeur n'existe pas dans l'arbre. Et dans ce cas-là, je n'ai rien à faire. Donc je vais tout simplement, si jamais je la trouve, je vais supprimer ce nœud. Comme ça, je vais avoir 2 fonctions, une qui va me permettre de supprimer par valeur et une qui va me permettre de supprimer par nom. Donc je vais faire ma fonction supprimer. Voilà. Ma fonction supprimée, c'est une fonction de l'objet, et elle se base sur un nœud à supprimer. Et en fait, tout simplement, on va reprendre tous les éléments que l'on a vus jusque-là. Alors on ne peut pas supprimer un nœud qui n'existe pas, donc on va déjà essayer de se débarrasser de ce cas-là. Il faut que le nœud existe et qu'il ne soit pas égal à none pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Alors on va essayer simplement de voir qu'on a dit que si jamais on a vu que si un élément n'avait pas de fils ou n'avait qu'un seul fils, en fait le cas était très très simple, on pouvait le supprimer sans aucun problème. En fait on va déjà tester ça. Alors si le nœud que j'ai en train d'essayer de supprimer, il n'a pas de fils gauche, ou alors il n'a pas de fils droit.
dans un de ces deux cas-là. Donc ça c'est le cas, un des cas les plus simples, hein, je n'ai pas vraiment à faire attention. Donc je vais déjà m'attacher à faire le cas simple. Alors, si c'est le nœud de gauche qui est à nul, je vais simplement récupérer le fils droit. Sinon, je vais récupérer le fils gauche qui n'est pas nul. En gros, ça veut dire si j'ai un des deux fils qui n'est pas nul, je récupère celui qui n'est pas nul. Voilà. Si les deux sont nuls, qu'est-ce qui va se passer? N gauche est égal à non. N gauche est égal à non, donc je récupère le droit. Si le droit est à non aussi, tout simplement je vais récupérer non. Et je vais rebrancher en fait un pointeur sur non au pair de l'élément que j'essaie de supprimer. C'est absolument rien de grave. Hein. Ok. Donc je vais récupérer ensuite le pair de l'élément que je veux supprimer. Ça c'est un truc. Si jamais je veux supprimer par exemple, alors on était où? On supprimait le 6. Alors le 6 c'était un cas complexe. Si je veux supprimer le 6 par exemple, tout simplement il faut qu'à un moment donné, je raccroche mon 10 au 5. Hein. Donc je dis simplement que le 10, 5 c'est le pair. Je récupère ce lien-là pour qu'au bout d'un moment, je puisse relier directement le 5 au 10 et garder en fait les propriétés de mon arbre. Hein. Donc je récupère le pair et je dis maintenant tout simplement que si n, l'élément que je veux supprimer, est le fils gauche du pair, donc dans mon cas ici, je sais que 6, c'est le fils droit de mon pair, alors que 3 est le fils gauche de mon pair. Donc je regarde en fait de quel côté est relié l'élément que je veux supprimer. Donc si l'élément que je veux supprimer est le fils gauche de son pair, eh bien la partie, le fils gauche de son pair, devient maintenant la variable t que j'avais mis en place ici. Si au contraire, else, le else veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si l'élément que j'essaie de supprimer est un fils droit de son pair, et bien là, de ce moment-là, c'est le fils droit que je devrais modifier par t. Donc là, j'ai fait la modification sur les fils. Il ne faut pas aussi que j'oublie de dire que si jamais, par exemple, je supprime 6 et que 5 a maintenant comme fils droit 10, eh bien il faut que 10 ait aussi comme pair maintenant 5 et plus 6. Il faut que je maintienne la cohérence dans les deux sens, hein, dans la partie des pairs et dans la partie des fils. Donc je vais vérifier que si t est différent de non, parce qu'effectivement, t pourrait être non dans le cas où je n'ai ni fils droit ni fils gauche pour l'élément que j'essaie de supprimer. Et donc là, on risque d'avoir un problème d'essayer de changer le pair d'un élément non. Donc je vérifie toujours que l'élément existe bien, et donc tout simplement, je vais mettre le pair de l'élément que je suis en train de modifier à P. Voilà, donc j'ai fait toute cette première modification. Voilà, ça c'est le cas simple où j'ai soit aucun fils pour l'élément que j'essaie de supprimer, soit un seul fils. Et donc il me reste le cas un petit peu plus complexe à faire, qui est de dire maintenant je veux supprimer un élément qui a deux fils. Alors comment je fais? Tout simplement je vais faire une substitution, c'est-à-dire que je vais chercher en fait le successeur. Ça, j'ai super de la chance, j'ai écrit une fonction successeur. Je vais chercher le successeur de n. Là par exemple si je prends 5, je veux supprimer 5, donc cette fois-ci c'est n le 5 que je veux supprimer. Je vais chercher le successeur de 5. Le successeur de 5, je vais donc chercher, parcourir son arbre de droite, et je vais récupérer son successeur qui est 6. Une fois que je l'ai récupéré, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la valeur de l'élément que je veux supprimer, je vais simplement dire, je vais le remplacer par la valeur de l'élément successeur. Ça veut dire qu'à la place d'avoir le 6 que j'ai trouvé ici, je vais le mettre ici. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas tout à fait fini, mais presque. Je vais lui dire que maintenant, au lieu de supprimer n, tu vas simplement supprimer s.
Je rappelle donc ma fonction récursivement pour faire la suppression de S. Donc ça veut dire que maintenant, S c'est celui-là. Je vais donc supprimer cet élément-là. Et je vais le supprimer comment? Tout simplement, vous voyez que cet élément n'a pas de fils gauche. Donc en fait, il va se retrouver dans le premier cas qu'on a programmé. Et donc tout simplement, cet élément va être supprimé. Voilà. Et on va relier directement le 6 au 10. Et donc vous voyez que le 5, l'élément 5 a été supprimé, et mon arbre a toujours encore les bonnes propriétés. Ok. Alors est-ce que ça marche? On va voir. Ok, j'ai bien l'affichage de mon arbre. Qu'est-ce que l'on va faire? On va essayer de faire exactement comme dans l'exemple, on va supprimer le 5. Donc je vais passer par supprimer val, qui va me permettre d'afficher directement, d'utiliser une valeur en tant que paramètre et pas un nœud. Je vais supprimer la valeur 5, et derrière je vais de nouveau afficher, l'arbre juste derrière. Ok, et donc vous voyez que la racine là où elle était 5 au début, maintenant elle est 6, il n'y a plus l'élément 5, et vous voyez que 6 est toujours relié à 10, et est relié à 3. Donc on a bien fait notre boulot, on a bien les éléments qui sont dans l'ordre, on a bien gardé les propriétés de notre arbre binaire de recherche. Et donc on a quelques fonctionnalités de base, l'insertion, supprimer, trouver les prédécesseurs, les minimums, les recherches, et donc on a quelque chose qui est vraiment intéressant et tout à fait fonctionnel. Ok. Donc, première vidéo qui nous parle un petit peu des arbres, structure un petit peu différente de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, mais qui va nous permettre de résoudre aussi d'autres problèmes et d'aller vers des problèmes un petit peu plus complexes. Cette vidéo, elle avait pour but de faire une petite introduction sur le sujet des arbres, de voir un peu comment ça se comporte, de voir un petit peu comment on programme tout ça, quelles sont les structures qui sont derrière et quelles sont les fonctions de base que l'on peut mettre en place pour gérer les arbres. Nous allons aller un petit peu plus loin dans cette notion d'arbre, parce qu'en fait, il y a un problème dont nous avons parlé qui n'est pas encore résolu, c'est-à-dire que si notre arbre est complètement déséquilibré, imaginons qu'on a un arbre qui n'a qu'une seule branche qui part complètement à droite ou complètement à gauche, eh bien en fait, on va se rendre compte que le parcours de l'arbre pour trouver une valeur est dépendant de la profondeur de l'arbre. C'est-à-dire en fait, est-ce que ces branches vont loin ou pas? Si vous avez un arbre complètement déséquilibré, eh bien cette profondeur d'arbre, elle est très grande. Et donc, vous allez perdre beaucoup de temps lorsque vous allez chercher un élément dans l'arbre. Alors, pour l'instant, on n'a pas la possibilité en fait d'équilibrer l'arbre. En plus, on a vu que si jamais on insérait et qu'on supprimait des éléments dans l'arbre, eh bien on arriverait de nouveau à déséquilibrer l'arbre. Alors, est-ce qu'on pourrait créer un arbre qui s'équilibre tout seul? Eh bien, on va se rendre compte qu'il existe effectivement des techniques en algorithmie et que l'on va avoir besoin d'un petit peu plus de données, mais vous allez voir que ça se fait très bien. Et on a des arbres un peu plus évolués que l'arbre binaire de recherche, comme par exemple l'arbre bicolore, ou qu'on appelle aussi l'arbre rouge et noir, ou alors les B-arbres, qui vont en fait pallier un peu à ce problème et vont s'équilibrer tout seuls. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une insertion ou une suppression, vous allez vous retomber à nouveau sur un arbre équilibré. Avoir un arbre équilibré, ça va vous donner la version la plus optimisée des traitements que vous allez pouvoir avoir sur l'arbre. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour que l'on voit comment est-ce qu'on peut solutionner le problème majeur de notre arbre binaire de recherche, à savoir de travailler avec un arbre complètement déséquilibré. À bientôt!